Afida Rizzo a appris toute jeune qu'elle avait une tendance au diabète. À tous les tocons prêts pour le contrôle radio, merci. On a 2 visites guidées ce matin. Oui, tout à fait. Donc, Dans son Maroc natal, une amie infirmière lui avait fait une prise de sang lors d'un malaise. La faune régionale. Écoute, ta visite guidée, qu'elle est là. Hein? D'accord. Bonjour les enfants. Vous êtes prêts pour la visite? J'étais très jeune, donc je ne l'ai pas pris trop au sérieux et tout ça. Je n'ai pas soigné, voyant que... avec la jeunesse et tout ça, je ne voulais pas dire que j'étais diabétique. Parce que je ne l'ai pas pris au sérieux, j'ai laissé aller. Ce n'est qu'il y a une dizaine d'années qu'elle s'est mise à consulter régulièrement un médecin. Des examens ont alors confirmé qu'elle souffrait d'un diabète de type 2, à un stade déjà avancé. Vu que mon papa il est mort aussi par un coma diabétique, donc j'étais sous le choc. Vraiment, là, c'était vraiment sous le choc carrément. À tel point que je n'ai pas pris aucun traitement. Ma mère, elle est morte parce qu'elle était aussi diabétique. Elle est morte quasiment aveugle, qu'elle ne pouvait pas marcher. Moi, un certain temps, je ne vous cache pas, j'étais vraiment sous antidépresseur parce que je n'arrivais pas à gérer. Le diabète de type 2 peut avoir une composante héréditaire. Mais c'est surtout une maladie de civilisation, liée au surpoids et au manque d'exercice. L'excès de cellules graisseuses dérègle notre métabolisme et peut nous rendre résistants à l'insuline. Or, cette hormone est la clé qui permet à nos cellules d'absorber le sucre que nous avons ingéré et qui est passé dans notre sang. C'est un carburant vital, surtout pour les muscles et le cerveau. Avec le diabète, les récepteurs présents à la surface des cellules deviennent anormaux et n'arrivent plus à fixer l'insuline. Le glucose ne peut plus être absorbé normalement. Sa concentration augmente dans le sang, causant une hyperglycémie chronique. Pour compenser, le pancréas se met à fabriquer toujours plus d'insuline, mais il finit par s'épuiser. Le sucre étant toxique, l'organisme cherche à éliminer le sucre en s'en débarrassant par les urines. Donc on boit beaucoup, on urine beaucoup, on boit beaucoup, on perd du poids, on est fatigué. Ce sont les symptômes cardinaux qui néanmoins, dans le cas du diabète de type 2, sont souvent estompés et que beaucoup de personnes interprètent comme liés à d'autres éléments, par exemple liés au travail. Je suis fatiguée à cause de mon travail. Exactement. Elle me disait que... Isabelle Agontraube est diabétologue. Dans le canton de Vaud, elle a activement contribué à fédérer les énergies autour d'un programme cantonal diabète. On peut être diabétique sans le savoir. À la longue, néanmoins, cet excès de sucre va conduire à des complications qui fait qu'au moment du diagnostic, une bonne partie des patients, on estime qu'un tiers des patients dans notre pays ont déjà des complications lorsqu'on diagnostique le diabète. Ça veut dire que le diabète est là depuis une dizaine d'années et qu'il a passé inaperçu depuis 10 ans. Une maladie silencieuse pendant 10 ans. Cela rend difficile d'accepter de se soigner. Après quelques années, Afida s'est finalement résolue à suivre un traitement. Elle se pique régulièrement le bout du doigt pour contrôler sa glycémie. Ce jour-là, elle est un peu haute, plus de 8 millimoles par litre, alors qu'un taux idéal se situe à jeun entre 4 et 6. Pour l'abaisser, elle prend des médicaments. Elle combat aussi un cholestérol trop élevé, un facteur de risque supplémentaire pour ses artères. En tout, une dizaine de pilules à avaler chaque jour à heure fixe. Un traitement qui ne suffira peut-être bientôt plus. Quand le diabète évolue à la longue, il arrive qu'on rajoute de l'insuline. Donc c'est un traitement par palier qui est instauré au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Il est clair que plus le diagnostic du diabète de type 2 est tardif, plus le pancréas est fatigué et plus vite on devra avoir recours à l'insuline. On vous a proposé des piqûres à l'insuline? Pas encore. D'accord. Mais quand on vous en proposera, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous pensez du fait de devoir se piquer? Ouf. Moi, j'aimerais bien éviter ça, mais si je dois passer par là, je vais passer par là. Difficile, même pour un diabétique, de résister au plaisir de la table. Mais il doit modérer sa consommation de sucre et de graisse. C'est le traitement de base. Bon, je me réjouis de goûter tout ça. C'est de l'horlogerie culinaire. Ah, Maurice. Merci beaucoup, Cyril. Je fais juste un petit contrôle. Bon appétit. Merci bien.
Maurice Pernoud nous a donné rendez-vous dans un restaurant gastronomique. Ce cadre commercial bon vivant est passé à l'insuline depuis 10 ans déjà. Il doit se faire une injection avant chaque repas. Quand vous êtes avec des clients, vous vous piquez à table? Alors, avec des gens que je connais, oui, parce qu'ils savent que je suis diabétique, et puis ça leur pose pas de problème. Si c'est des gens que je connais pas, non. Parce qu'ils peuvent se demander ce que je me pique, hein. Est-ce que vous pouvez choisir librement ce que vous mangez? Alors, oui, je peux choisir librement. Quelque part, si vous allez manger dans un restaurant, votre corps va ensuite apporter l'insuline qu'il faut. Moi, en fonction de ce que je vais manger, je peux lui ajouter ces doses qui me manquent. Là, je vais estimer que j'ai à peu près 50 grammes à 100 grammes de pommes de terre, ce qui fait environ 30-35 grammes de glucides. Et là, je vais compléter ma glycémie en fonction de ce qui manquait avant et de ce que je vais manger. Cyril, est-ce que j'ose vous demander un verre de vin rouge et une eau minérale gazeuse, s'il vous plaît? Bien sûr, Maurice. Le vin, c'est pas interdit pour un diabétique? Non. Souvent, on pense que le vin va faire augmenter la glycémie. Et puis, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le foie va métaboliser d'abord l'alcool et après le sucre. Donc, les diabétiques peuvent boire du vin, comme tout un chacun, merci beaucoup, à des doses raisonnables. Je peux être un bon vivant avec du diabète. Un écart, c'est jamais grave. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire des centaines d'écarts et ne pas en tenir compte. Parce que, j'allais dire, la punition, le verdict, il est au bout. C'est la première cause de cécité dans le monde. On devient aveugle à cause du diabète. C'est aussi une cause d'insuffisance rénale qui nécessite souvent une mise sous dialyse. Ça augmente très fort le risque de maladies cardiovasculaires, infarctus, angine de poitrine, attaque cérébrale. Et puis finalement, c'est la première cause d'amputation dans les pays qui ne sont pas en guerre. Ma dégringolade, c'est les yeux, c'est les artères, c'est le poids que j'ai pris. Cholestérol, je serais restée peut-être avec le traitement du diabète et point final. Mais là, j'ai accumulé. Et ce que ça fait maintenant, je suis vraiment à des dizaines de médicaments par jour. Parmi les complications les plus redoutées, les troubles oculaires. Sabrina Tarquini doit se faire traiter régulièrement à l'hôpital Jules Gonin à Lausanne. Le diabète nous fait voir des fois troubles dès le matin, quand on a des hypos, des hyper. Un diabète mal équilibré, on voit pas souvent net, quoi. Je veux dire, chaque jour est différent. Sabrina est atteinte de rétinopathie diabétique. Les minuscules vaisseaux sanguins qui irriguent sa rétine s'encrassent et se bouchent, provoquant une prolifération anarchique de nouveaux vaisseaux. Il faut les cautériser au laser, au fur et à mesure de leur apparition. Les parois de ces vaisseaux sont très fragiles. Ils peuvent s'éclater facilement, ils peuvent saigner facilement. On peut avoir d'un coup une hémorragie vitréenne. On peut très souvent avoir aussi l'apparition des tissus fibrotiques. Et si on laisse sans traitement, cet tissu fibrotique peut carrément décoller la rétine. Les lasers en eux-mêmes vous font perdre un petit peu la vision en périphérie. Je veux dire, c'est une perte de vision où on ne peut pas revenir en arrière. C'est un combat continu, si vous voulez, entre la maladie qui pousse d'un côté et nous qu'on essaie de contrôler de l'autre côté. La peur, c'est de devenir un jour aveugle. On veut souvent d'être arrivé à ce stade-là. Des fois, on se dit qu'on aurait dû plus faire attention au diabète avant pour pas arriver au laser. De plus en plus de jeunes deviennent diabétiques parce qu'ils n'arrivent plus à se nourrir sainement. La production mondiale de sucre a presque triplé depuis les années 60 et 80% des produits transformés par l'industrie alimentaire contiennent du sucre ajouté. Nathalie Farpour-Lambert préside l'Association européenne pour l'étude de l'obésité. Elle dirige aux hôpitaux universitaires de Genève un programme pour les patients souffrant gravement de surpoids. J'ai l'impression parfois qu'on leur donne des cours de self-defense dans un environnement qui a été clairement décrit comme toxique par l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'on dit aux gens mangez mieux, bougez plus, et le problème ça sera réglé, mais mangez mieux, comment manger mieux dans un environnement où on ne sait pas ce qu'on achète?
Par exemple, une salade de carottes râpées, eh bien, si on n'a pas beaucoup de temps à midi, on veut s'organiser un petit lunch rapide. Et en réalité, on se retrouve quand même avec une salade qui contient des sucres ajoutés alors qu'on ne le penserait pas. Et puis, quand on prend un bol de céréales sucrées, eh bien, c'est quasiment l'équivalent d'un bol de sucre blanc. A-t-on le droit de vendre des produits aux gens sans qu'ils sachent ce qu'il y a dedans ou sans qu'ils arrivent vraiment à comprendre? 80% des coûts de la santé sont dus aux maladies chroniques, comme par exemple le diabète de type 2. Et puis, à un moment donné, on ne pourra plus payer. Luc-Éric Revillot a découvert son diabète il y a 25 ans, en se brûlant gravement les pieds sur une plage au soleil. En marchant sur ce sable brûlant, la peau était endommagée par la chaleur. Ça fait des cloques le soir, c'était assez spectaculaire. Mais je ne sentais absolument rien, aucune douleur, rien du tout. Et puis cette espèce de liquide qu'on a dans le corps, hein, quand il y a une cloque qui saute, qui sointait. Puis j'ai vu un pied après l'autre pied qui était complètement atteint. Je suis allé tout de suite voir un médecin, puis le médecin m'a dit, il était impressionné de voir ces dégâts au pied. Et il m'a dit que c'était typique d'un diabète avancé. On a mesuré la glycémie. L'infirmière revient avec une rhodomine. Elle me dit, vous avez 24 de glycémie. Je n'ai aucune idée à quoi ça correspondait. C'est plus de 4 fois la dose d'un taux de sucre dans le sang. Il souffre d'un pied diabétique. L'excès de sucre dans son sang a fini par attaquer les gaines de ses nerfs dans le bas des jambes, causant une neuropathie. Ceci peut faire dysfonctionner les nerfs et faire que certaines fonctions se perdent. Et la première à se perdre, c'est les fibres fines de la sensibilité sensitive. Donc la protection contre la douleur qui nous alerte quand nous faisons une blessure, nous avons mal et nous pouvons réagir. Donc le patient diabétique va ne pas ressentir une douleur parce qu'il a perdu cette sensibilité protectrice. Donc là, monsieur sent pas. 3 fois sur 4. L'insensibilité des nerfs superficiels sont montés quasiment jusqu'au genou. Il y a quelque temps en arrière, je m'étais appuyé contre un tuyau qui était surchauffé avec le mollet sans m'en apercevoir. Et la peau est restée collée sur le tuyau. C'était impressionnant de voir ça. Il y a même l'odeur de la peau, mais je ne sentais rien. Un patient qui est à risque, qui a perdu la sensibilité protectrice, il faut obligatoirement lui faire enlever les chaussettes et regarder les pieds. Je trouve 1 fois sur 2 une pathologie qu'il n'a pas vue, pas sentie. Soit une mycose entre les orteils ou une petite crevasse qui peut saigner. Des fois, le patient vient même et il me dit « j'ai une tache dans la chaussette, je ne sais pas pourquoi ». Et cette tache, c'est quoi? En fait, une plaie qu'il n'a pas vue, ni sentie. Vous me dites si vous sentez une vibration. Pour évaluer les risques, il faut tester régulièrement la sensibilité des pieds. Un geste à la portée de tous les généralistes. Par exemple, avec ce petit instrument qui ne coûte qu'une dizaine de francs. Si le patient ne sent pas cette vibration, il a perdu la sensibilité protectrice. Et ça, chaque médecin généraliste devrait le faire à ses patients diabétiques? Ça serait d'une énorme utilité, c'est-à-dire chaque patient qui a plus que 50 ans ou un patient diabétique devrait annuellement être examiné. Je trouve que c'est mieux qu'avant. Les patients à risque, eux, devraient se faire contrôler tous les mois. Il faut aussi inspecter et soigner ses pieds chaque jour à la maison. Ça me fait pas mal. J'ai passé à la pommade. Oui. Alors, ce soir, j'aimerais bien que tu mettes ça aujourd'hui là. C'est ce que fait Jacqueline Métro avec l'aide de son mari. Et ça fait du bien. Monsieur, vous êtes un peu son ange gardien? Oh, alors oui. Ange gardien, je ne sais pas, mais... Si. C'est le meilleur des anges gardiens. Oui, bon, ben voilà. Il râle jamais. Si on laisse aller, ça peut avoir des conséquences difficiles pour la suite. Une petite chose peut devenir importante si on ne s'occupe pas de ce qu'il faut au bon moment. Autre complication de plus en plus fréquente chez les diabétiques, l'artériopathie. Ceux-là, pour le moment, ils me font moins mal. Les artères de la jambe et du pied se bouchent. C'est ce que Jacqueline Métro a vécu à la fin de l'an dernier. Ça devait être, je crois, 3 heures du matin. J'ai été réveillée par une douleur dans la jambe, au milieu de la jambe.
pas du tout comme des crampes, mais comme si on broyait la jambe. Et ça a duré à peu près 3 minutes. Et tout d'un coup, ça a cessé. Et à partir du lendemain, mes doigts de pied ont commencé à me faire très mal. Et j'ai vu que ça changeait. En un seul week-end, son pied mal irrigué développe un ulcère semblable à celui-ci. Pour rétablir la circulation, on lui pose plusieurs stents, de minuscules ressorts métalliques qui permettent de maintenir l'artère ouverte, comme en chirurgie cardiaque. Si on donne des antibiotiques ou des analgésiques, mais il n'y a pas de circulation, elles ne vont pas arriver à l'endroit où il faut. L'important, c'est de réouvrir le vaisseau qui perfuse l'ulcère. Parce qu'il faut amener du sang à l'ulcère. C'est ça qui lui donnera une chance de guérir. Les stents les plus petits ont un diamètre de 2 mm. On arrive à les introduire jusqu'au niveau du mollet. Plus bas, on utilise de minuscules ballonnets qui peuvent descendre jusqu'aux artères du pied pour éliminer les dépôts. Chez un patient sur 5, les stents s'obstruent après quelques mois et il faut une nouvelle intervention pour les déboucher. Ça, c'est ce qu'on a enlevé. C'est des petits morceaux de cicatrices qui étaient en train de boucher le stent. Pratiqué suffisamment tôt, ce type d'intervention permet de sauver le pied infecté 9 fois sur 10. Ce n'est hélas pas le cas pour Madame Métro. On va couper, je pense, 1 ou 2 phalanges. Parce que le médecin m'a dit qu'il vaut mieux couper un bout, enlever un doigt de pied, qu'enlever un pied. Et puis maintenant, j'en suis presque au 6e mois, j'en ai marre. Je vois que ça ne guérit pas, donc j'ai plus qu'une envie, c'est qu'on me le coupe. On sait qu'une amputation au niveau d'un orteil, en termes de qualité de vie et qualité de marche, ne change pas beaucoup pour le patient. Par contre, les amputations au niveau de la jambe, pour les personnes âgées, c'est plus difficile et c'est un gros traumatisme pour l'organisme. Les amputations majeures, comme on appelle, on sait qu'elles sont liées à une mortalité de 10 à 20% dans les premiers 2-3 mois. Voilà. Vous pouvez avoir 2 couleurs, cette couleur-là ou cette couleur-là. Une amputation représente toujours une épreuve difficile à surmonter. José Pereira était un quarantenaire mince et sportif. Il n'avait aucune raison de se croire diabétique. Compliqué à monter ou... C'est tout simple. Ce vendeur de meubles fait des milliers de pas tous les jours au travail. Il y a 5 ans, une plaie sous un pied a commencé à le faire boiter. Malgré la douleur, il a continué à travailler jusqu'à ce que des collègues le convainquent d'aller montrer son pied à un médecin. J'étais à la permanence, le monsieur il a vu ça, il dit c'est vraiment infecté. Écoutez, prenez ces médicaments là. J'ai pris les médicaments, j'avais un mal fou, un mal fou. Ça commençait à cet moment, ça commençait à saigner, il commençait à sortir du pus, jaune et tout. Pendant 4 jours, 5 jours, je n'arrivais plus à dormir. Une semaine plus tard, il est aux urgences de l'hôpital. Quand j'ai ouvert mes chaussures, le médecin m'a dit « Oh mon Dieu, comment vous avez tenu ?» Qu'est-ce qu'on voyait dans votre chaussure? Mon chaussure, quand j'ai enlevé, il avait tout de sang. Il était presque noir, les pieds, là, le doigt. C'était... Suite à diverses complications, José a finalement dû être amputé de tous les doigts du pied infecté. Ce n'est que juste avant la première amputation qu'on a diagnostiqué son diabète. Donc vous me dites qu'actuellement vous avez... Très mal là. Très mal ici. Si la première fois que vous êtes allé montrer votre pied dans une permanence, les choses avaient été mieux faites. Oui. Vous n'auriez pas été amputé? Non, je n'aurais pas été amputé parce qu'il aurait pu réagir. Parce que s'il voit qu'il a une infection, un pied, il aurait dû faire signe tout de suite. Il y a quelque chose, il aurait dû avoir le diabète. Au cas où, faire tout de suite une prise de sang. Et qu'il n'a pas fait. Souvent, la dangerosité d'une lésion est peut-être pas reconnue dès le début. Donc, chaque lésion chez un patient diabétique, c'est une menace pour le pied. Donc, il faut la prendre au sérieux. Chaque minute compte et la révascularisation va sauver le pied. Une fois par mois, José doit se faire traiter par un podologue.
la moindre zone de pression dans une chaussure peut provoquer un épaississement exagéré de la peau, ce qu'on appelle une hyperkératose. On découvre encore des diabètes à travers des patients qui arrivent chez nous pour un soin de pédicurie. Et sous une kératose, on va découvrir un ulcère, une plaie, des sortes d'ampoules profondes qui peuvent ensuite s'ouvrir et on arrive tout de suite à un ulcère. Ces techniques très pointues vont bien au-delà d'une pédicurie classique. Les points de pression sont visualisés grâce à une plateforme garnie de milliers de capteurs reliés à un écran. Les régions sensibles. Donc on sait que le soin soulage une partie des pressions, mais le reste, il faut qu'on améliore la semaine. Voilà. Les semelles moulées sur mesure permettent de positionner correctement le pied pour mieux répartir la pression et éviter les kératoses. José peut marcher normalement dans des chaussures de ville. Je peux me sentir comme tout le monde, un monsieur tout le monde. Et aujourd'hui, vous me voyez marchant, vous me voyez comme un monsieur tout le monde. Je ne veux pas qu'on se rende compte que moi je suis handicapé. José ne veut pas de chaussures orthopédiques, mais il doit veiller à porter des souliers assez larges, sans couture blessante. Il doit aussi éliminer tous les corps étrangers qui pourraient entamer ses pieds, devenus insensibles. On a découvert des thunes dans les chaussettes. On peut découvrir plein de choses dans une chaussure d'un patient diabétique. On peut avoir les clous, c'est pas si rare. Le patient diabétique ne va pas le sentir. Et s'il n'a pas été éduqué, s'il n'y a pas de temps en temps le podologue ou son médecin de ville attentif ou qui lui disent « Est-ce que vous avez contrôlé dans vos chaussures? Est-ce que vous avez fait le nécessaire? Est-ce que vous avez pensé à mettre votre main au fond de la chaussure avant de remettre votre pied dedans ?» Si tout ça n'est pas fait, si ce n'est pas rappelé régulièrement, ben voilà, on arrive à des choses absolument excessives. Les soins du podologue sont essentiels. Pourtant, de nombreux patients y renoncent, car ils ne sont toujours pas remboursés par l'assurance maladie de base. Une seule plaie va représenter des frais jusqu'à 45 000 francs par année, alors que des frais de podologie sont dans des frais largement moindres, donc peut-être 1 000 francs par année, pour éviter ce genre de problème. Et ne parlons pas de la charge psychologique, traumatique, majeure pour une famille et pour le patient ayant subi un tel drame d'une amputation. Et le patient, une fois amputé, va donc avoir un risque énorme de récidive. Et tout ceci pourrait être évité par des moyens simples, faciles, et par un œil attentif par son médecin de famille et un patient averti. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 janvier. Oggi è martedì 3 gennaio. La semaine. La settimana. Nathalie Peruzzi est diabétique de type 1 depuis l'adolescence. Cela fait plus de 30 ans que son pancréas ne produit plus d'insuline. Tardi. Contrairement au type 2, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui peut apparaître dès l'enfance. Elle s'attaque directement aux cellules du pancréas chargées de fabriquer l'insuline et les détruit rapidement. Le malade devient très vite insulinodépendant. Il a besoin plusieurs fois par jour d'un apport extérieur d'insuline. Pour mieux stabiliser son diabète au moment d'avoir un enfant, Nathalie a commencé à porter une pompe à insuline, un dispositif technologique complexe. Il faut tout d'abord implanter sous la peau une aiguille qu'elle doit changer tous les 6 jours. À travers l'aiguille, un capteur de glycémie analyse en continu son taux de sucre dans le sang. Le capteur transmet sans fil ces informations à la pompe, où Nathalie peut les lire pour repérer les glycémies trop hautes ou trop basses. La pompe est reliée à un cathéter qui injecte régulièrement des doses prédéterminées d'insuline sous la peau. Nathalie doit rajouter elle-même des doses supplémentaires au moment des repas. Ce modèle dernier cri est capable d'anticiper une hypoglycémie, une baisse brutale du taux de sucre dans son sang. La pompe arrête alors automatiquement d'injecter de l'insuline et la glycémie se stabilise naturellement. Alors j'ai un diabète autrement mieux équilibré qu'avant. Et puis ça a simplifié beaucoup ma qualité de vie. Je peux manger ce que je veux quand je veux. Si j'ai pas envie de manger, je suis pas obligée de manger à des heures fixes. Je vis presque comme monsieur et madame tout le monde, mais avec ma pompe.
Avant d'avoir ce nouveau modèle, le danger pour Nathalie était de faire des hypoglycémies sévères pendant la nuit, ce qui a déclenché 2 fois des crises d'épilepsie dans son sommeil. Ça, c'était une grosse angoisse. Et puis, grâce au lecteur de glycémie en continu, maintenant, je peux me coucher avec une glycémie parfaitement dans la norme, parce que je sais que si dans mon sommeil, elle descend, je vais être alarmée, puis la pompe s'arrête de fonctionner. Pendant sa lipo, ouais. comme ça? Ouais. Ok. Donc ça, c'est embêtant. Oui. Quand vous rentrez du travail. Oui. Là, vous voyez, vous êtes très haute, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Parce que j'étais en hypo. Voilà. Hein? J'ai trop sucré. Auparavant, par peur de l'épilepsie, elle se couchait avec trop de sucre dans le sang. Toutes les 6 semaines, elle analyse avec son médecin les variations de sa glycémie, enregistrées par la pompe. Il faut éviter que la courbe sorte des limites admises. L'hypoglycémie a des conséquences sévères. Ça devient particulièrement inconfortable, parce qu'en fait, le cerveau manque de sucre. Et du coup, il va déclencher des messages, des signaux d'alarme, qui sont de la transpiration, des palpitations, donc le cœur qui s'accélère, une perte de connaissance. Et puis, en fait, une forme de souffrance en fait, du cerveau. C'est cette souffrance en hypoglycémie extrême qui peut déclencher des crises d'épilepsie, comme chez Nathalie. La répétition de ces épisodes est une source d'angoisse importante. Pour fonctionner correctement, la pompe doit être recalibrée toutes les 12 heures. Nathalie se pique le bout du doigt pour calculer son taux de sucre dans une goutte de sang, ce qu'on appelle la glycémie capillaire. Cette valeur de référence est transmise à la pompe pour ajuster ses paramètres. Malgré toutes ces précautions, le système n'est pas à l'abri d'un bug. Tout d'un coup, il m'avertit dans la nuit que je suis en hypoglycémie, ça vibre, la pompe s'arrête, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis finalement, je me sucre. Et puis quand même, au bout de la 2e fois, je fais quand même une glycémie capillaire pour vérifier. Puis je suis plus du tout en hypoglycémie, alors que la pompe, elle continue à me dire... Donc c'est pas tout à fait fiable, là? Pas toujours, non. Non. Non, non. Alors qu'est-ce qu'on qualifie un diabète équilibré? C'est qu'il y ait le moins possible d'hypoglycémie, voire pas, et que la courbe de glycémie reste dans une certaine fourchette. Et il y a moins de 50% des patients qui arrivent à avoir un diabète parfaitement équilibré. Donc on voit bien, hein, on a beaucoup de technologies, on a des meilleures insulines, mais la difficulté, c'est le quotidien. Et la gestion au quotidien, elle est complexe.